Bonsoir à tout le monde. Et cette vidéo a pour thème l'analyse des derniers développements autour de la bataille de l'Ukraine. Bon, il y a des gens l'appellent la guerre. Moi, pour moi, c'est une bataille dans une guerre beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste, et qui n'a pas forcément commencé cette dernière année. Voilà, mais avant de commencer cette analyse, je voudrais dire quelques mots en arabe à d'éventuels auditeurs arabisants et je reprendrai tout de suite après, donc ça va prendre quelques secondes. Salam alaikum. إذا كاين يعني إخوة ولا كاين يعني ناس متعربين وراهم يسمعوا في هاد التدخل، نريح نديرو باللغة العربية من على نهار ولا يومين على حسب القدرة تاعي الصحية والقدرة تاعي في العمل. Donc je reviens vers vous. Bon, mais là, je vous rassure, la vidéo sera beaucoup, beaucoup moins longue que les deux vidéos précédentes, parce que les deux vidéos précédentes devaient déblayer pour pouvoir comprendre les événements, les monticules, les montagnes, années d'erreurs, de mensonges délibérés, de fausseté, et qui recouvrent et qui empêchent, enfin qui recouvrent la réalité et qui, par le lavage de cerveau, nous empêchent de comprendre. Donc c'est cette obligation du déblayage pour ensuite un peu reconstruire notre capacité à penser. La première raison pour laquelle je voulais revenir sur ce qu'on peut appeler la crise actuelle, elle a d'abord été idéologique. C'est le fait que l'Occident s'est débarrassé de ces masques qui étaient la défense de la démocratie, la défense des droits de l'homme, toutes ces masques qu'il a empruntés, d'abord qu'il a fabriqués aussi, hein. Essentiellement, il les a fabriqués pour faire les ravages qu'il a fait. Bon, depuis la Yougoslavie, la destruction de la Yougoslavie, jusqu'à aujourd'hui, son intervention illégale en Syrie, son soutien à cette, comment on appelle ça, à cette guerre gelée au niveau de l'Ukraine, gelée en surface. Mais comme il maîtrise toutes les informations, donc même les chiffres officiels de l'OSCE, l'Organisation de la sécurité commune européenne, il les ignorait, mais les peuples les ignoraient, les citoyens lambda les ignoraient. Or, l'OSCE a officiellement dénombré de 2014 jusqu'à ces derniers mois, là, 2022, 13 000 morts. 13 000 morts, dont la plupart sont des civils, des enfants. Mais 13 000 morts au Donbass, c'est comme les morts du Yémen, de la Syrie, de l'Irak. Ça intéresse peu de gens. Et même quand ces massacres sont faits de façon continue, durable, dans le cas des Palestiniens, non plus, ça ne dérange personne. Ça prouve jusqu'à quel point ils ont maîtrisé. Ils maîtrisent la communication et ils maîtrisent le travail de lavage de cerveau. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est une question de la mémoire. Pourquoi il y a une question de la mémoire qui devrait intéresser les militants, ceux qui sont engagés dans la défense de leur État, de leur pays, de leur indépendance. C'est une question cruciale. Parce qu'aujourd'hui, on ressort les mêmes astuces qu'on a sorties pour la Serbie,
qu'on a inventé pour la Libye. Et jusqu'à ces scénarios, évidemment, très, très émotionnels, des soldats irakiens qui seraient rentrés dans une maternité au Koweït alors que tout le monde sait maintenant que c'est des scènes qui étaient préfilmées. Bon, pour le cas, pour le cas de la maternité au Koweït, ça a été tourné à New York. Et nous revoyons les mêmes montages, aussi colossaux, hein, pour l'Ukraine. La troisième chose qui me pousse à communiquer avec vous, bon, ben, c'est que cette, et cette, cette bataille de l'Ukraine euh, et, cache la réalité d'une guerre, d'une confrontation mondiale. Faut-il l'appeler guerre mondiale, confrontation mondiale? Peu importe. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout une confrontation localisée. C'est une confrontation qui concerne, enfin qui est en train d'entraîner dans, dans sa dynamique, elle est en train d'entraîner l'ensemble des pays, et d'abord le nôtre. Je dis d'abord le nôtre parce que l'Algérie, nous ne devons pas oublier que par sa position stratégique de communication entre l'Europe et l'Afrique, et pour d'autres raisons également, proprement historiques, l'Algérie est concernée au premier chef. Et nous venons d'apprendre aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est aujourd'hui. Mais c'est pas grave, hein, mon âge me permet d'oublier des noms, d'oublier. Alors c'est aujourd'hui ou hier que le gouvernement espagnol, le gouvernement socialiste espagnol, a pris position en faveur du plan d'autonomie pour le Sahara occidental, le plan d'autonomie marocain. Et ce plan d'autonomie pour le Sahara occidental est un plan de colonisation du Sahara occidental, c'est-à-dire la même mise sur toutes les ressources halieutiques, parce qu'il y a la mer, parce qu'il y a beaucoup de poissons dans ces régions, la Mauritanie, le Sahara occidental, mais surtout parce qu'il y a le phosphate, et ces ressources minières dans l'atmosphère de la guerre actuelle sont évidemment essentielles pour l'Europe. Donc j'avais déjà dans des analyses différentes, soit écrites, soit orales, avancé la thèse ou l'idée que la crise qui frappe le système du capitalisme international, la crise qui le frappe depuis longtemps, mais qui a atteint un point culminant en 2008, et la vitesse de déroulement de cette crise va obliger l'Occident, pour nous ce qui nous concerne, c'est aussi l'Occident proche, c'est-à-dire la France essentiellement, de façon moins directe, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, moins directe, mais ils sont dans le même bateau, dans la même dynamique et dans la même structure, dans la même organisation de domination mondiale. Donc ils n'auront plus le temps de prendre des gants et de se satisfaire du lavage de cerveau. J'avais dit, ils sont obligés de revenir aux formes directes et aux formes donc violentes d'intervention, violentes dans nos pays. Je l'avais dit d'ailleurs dans une émission de la télévision en 2019. Bon, et on a déformé mes propos à propos de violence. C'est
c'est l'impérialisme en crise va utiliser la violence, soit directement, soit à travers ses mandataires. Parce que la violence qui a été exercée en Ukraine depuis 6 ans, ça a été une violence qui a été orientée, dirigée, structurée par les Américains, par l'impérialisme en général. Hein, c'est-à-dire les États-Unis comme force organisatrice, structurante, comme force de direction et d'orientation, mais aussi par l'OTAN et par les pays européens. Puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui même, hein, maintenant je vous parle, dire le 20 mars, enfin, des informations ont publiées aux États-Unis, ont parlé avec fierté d'avoir formé les militants nazis ou néo-nazis qui il les avait formés pour renforcer les capacités de l'armée ukrainienne en général, mais en particulier, il les avait formés pour être un nouveau Gladio. Bon, pour les gens qui ne connaissent pas le Gladio, c'était une organisation créée par l'OTAN pour préparer des groupes de guérilla urbaine ou non urbaine en cas d'invasion soviétique de l'Europe de l'Ouest. Mais ce qui s'est passé en Ukraine dans la formation de ces nazis, de ces néo-nazis, allait beaucoup plus loin. C'était la structuration d'une armée dont la pointe était dirigée contre la Russie. Bien sûr, avant d'attaquer l'Irak, regardez combien d'années ils ont mis pour l'attaquer. Il a fallu qu'ils l'affaiblissent, il a fallu qu'ils mettent l'embargo. Et le résultat, ça a été 500 000 morts. Les enfants irakiens, 500 000 bébés. À cause de l'embargo en Irak. Et ce sont ceux-là qui viennent parler des droits de l'homme. Et Madeleine Albright, quelques années plus tard, quand on lui a posé la question, mais est-ce que ce bilan n'est pas horrible? Elle a dit, bon, ça valait le coup. Mais le nombre de morts en Irak a été beaucoup plus élevé. Donc voilà, ces trois aspects que je voulais parler avec vous. Évidemment, la question de l'Espagne est importante. Sur le premier thème, ce qui a scandalisé les gens, à juste titre, mais ce qui a une signification beaucoup plus profonde que la réaction émotionnelle, c'est cette reconnaissance, j'allais dire, que l'Occident, il est dans une position de défense de la civilisation. Et dans cet affichage de leur pensée réelle, c'est qu'ils ont abandonné l'ensemble des masques qu'ils avaient utilisés pour agir sur le monde, et non pas pour interagir avec le monde, mais pour agir sur le monde. Et donc, pendant des décennies, notamment après la chute du mur de Berlin et du démantèlement du bloc socialiste de l'Est et la fin de l'URSS, ils s'étaient sentis des ailes. Vraiment, c'était considéré que c'était leur grande victoire, ne tenant pas compte que il y a ce phénomène historique énorme, immense, n'était pas forcément le produit de leur victoire. Donc j'ai déjà parlé de la théorie de Fukuyama, j'ai parlé de la théorie du choc des civilisations dans les précédentes vidéos, inutile de revenir. Mais pendant toutes ces décennies, ils ont avancé avec la formule
de défense des droits de l'homme et de la démocratie. Il était évident, évidemment, pour ceux qui savent écouter ou qui savent lire, que le mot démocratie signifiait à l'époque le capitalisme, et pas le capitalisme en général. Il signifiait la phase actuelle du capitalisme qui est le néolibéralisme. Chaque fois que dans les révolutions colorées, notamment pour ce qu'on a appelé les printemps arabes, qui avaient pour but de mettre les frères musulmans au pouvoir, pour en finir avec la phase transitoire des régimes nationalistes arabes qui avaient commencé à se dissoudre et à capituler à partir de l'Infidèle, c'est-à-dire à partir de Sadat. Comme l'Égypte est un pays énorme, et l'entrée de l'Égypte dans les accords avec Israël et l'adoption de l'Infidèle comme alternative capitaliste à la politique de développement de Nasser a entraîné beaucoup de conséquences, y compris dans notre pays, puisque nous-mêmes, dans notre pays, enfin nous-mêmes, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, l'État, etc., ont choisi cette option capitaliste et donc une politique de déboumedianisation. Il fallait donc enlever, écarter à la fois les idées de Boumedienne, son programme de développement, etc. Ici, ces masques de la démocratie, des droits de l'homme, etc., étaient également des masques liés à la nécessité. Liés à la nécessité, par rapport à leur propre peuple, de les convaincre que c'est leur valorisation ou leur revalorisation s'ils acceptaient les nouvelles données politiques mondiales qui devaient être des politiques d'atteinte fondamentalement au mode de production capitaliste tel qu'il l'avait connu. Et donc il fallait à la fois accélérer les délocalisations, éloigner les classes dangereuses, chercher un maintien d'un taux minimal de profit en envoyant les ateliers vers la Chine et vers l'Asie, mais il fallait aussi, à l'intérieur de ces pays-là, amener le changement démographique nécessaire pour briser les résistances culturelles et sociales de ces peuples qui sont quand même anciens, qui ont quand même des cultures enracinées et qui ont quand même des histoires compliquées dans les moments du passage de la féodalité, c'est-à-dire du Moyen-Âge, et un peu plus loin que le Moyen-Âge, au capitalisme. Même si cette transition, là-bas, a duré très très longtemps. Il y a une phase très très lente qui va du Xe, XIe siècle, avec les croisades, jusqu'à la Renaissance, c'est-à-dire la chute de Grenade, 15e siècle, le 15e siècle, fin du 15e siècle, et au siècle suivant, qui ont vu la naissance de la manufacture. Et il y avait donc ce changement démographique qui devait se traduire par de grandes migrations. Voilà. Donc les grandes migrations, malgré les crises successives qui ont fait percevoir ces migrations comme des problèmes à résoudre très vite. Alors les émigrés ont servi de bouc émissaire.
Ils ont servi de bouc émissaire à Sarkozy, ils ont servi de bouc émissaire à Chirac, pour un pays que nous connaissons. Bon, pour d'autres pays comme l'Allemagne, cette, cette, cette crispation autour des étrangers n'a pas eu lieu. Parce que, et je vous demande de le noter ou de le remarquer, parce que précisément l'Allemagne n'avait pas désindustrialisé. C'est dans des pays qui ont désindustrialisé, notamment la France, que ce type de crises ont été créées. Il fallait donc mettre sur l'histoire le racisme profond et qui a accompagné le colonialisme et l'impérialisme de ce pays. Il fallait mettre des masques nouveaux qui permettent à la fois d'endormir les peuples anciennement colonisés, en tout cas leurs élites. Deuxièmement, cela permettait d'introduire des migrations sélectionnées. Au départ, ils avaient parlé de ramener des cadres, etc. Je me souviens que dans les années 2000, autour des années 2000, 2003, 2004, 2005, les besoins en informaticiens en Europe étaient énormes. Je me souviens même des chiffres. D'un chiffre qui concerne l'Allemagne, c'est qu'ils avaient besoin de 300 000 informaticiens. Bon, évidemment, quand je dis informaticiens, je ne parle pas de génie de l'informatique. Ils avaient besoin de combler des postes opérationnels dans l'activité de l'informatique. Donc ça pouvait être des techniciens, des ingénieurs, des programmateurs, bon bref, un certain nombre de... Et c'était au moment où l'informatique devenait un élément de plus en plus important et intervenant dans la vie économique. Surtout qu'ils ont commencé à se monter la tête avec l'économie de la connaissance, l'économie virtuelle, etc. C'était un don. Sous nos yeux, pratiquement, Macron vient de... Enfin, Macron, c'est-à-dire l'État colonial ou néocolonial français, a affiché ses besoins en importation des médecins algériens. Des médecins algériens. Donc il y a comment on appelle, cette immigration donc sélective. Elle existait depuis toujours, mais il fallait apaiser le climat social pour que cette main-d'œuvre nouvelle vienne faire baisser les coûts du travail. Donc c'est avec des salaires moindres, avec des avantages sociaux moindres, avec un niveau de vie moindre que ceux de leurs pairs issus de ces pays. Mais ça a été transitoire, parce que cette migration, ils en ont eu de nouveaux besoins. Parce que la crise s'approfondissant, il fallait de plus en plus faire descendre le niveau de vie global de ces peuples occidentaux qui sont arrivés à ce niveau d'aisance sociale, de confort social, par le pillage colonial. Nous en avons déjà parlé, ou plutôt je vous en ai déjà parlé. Le pillage colonial est de plus en plus difficile. En tout cas, il est moindre qu'à l'époque. Et ce pillage colonial a été remis en cause, ne l'oubliez pas, non seulement par des volontés nationales un peu partout dans les pays anciennement colonisés, mais aussi par l'émergence de la Chine. Et cette émergence de la Chine a fait que le commerce qui était captif, le commerce mondial, qui était captif entre les mains des pays impérialistes, et
qui était ensuite sur la base de la rente coloniale. C'est-à-dire, ça signifie que cette rente coloniale, c'est l'influence administrative, politique, culturelle qu'avaient les anciens pays colonisateurs sur les colonies. C'est le cas Yannick qui est frappant chez nous, qui est frappant. C'est-à-dire, après la mort de Boumedienne, on a commencé à créer des tas de commissions techniques pour permettre aux Français, soi-disant, de venir nous former pour les impôts locaux, pour la politique des impôts, comment pas les techniques des impôts, mais pas seulement, parce qu'ils se sont beaucoup intéressés à l'école, ce que nous ne savons pas. Nous, un peuple algérien, en tant que citoyens, à la base, nous ne savons presque rien de tout cette cogestion de la pensée de l'administration algérienne avec les Français. Nous ne savons pratiquement rien. Ça, c'est après la porte Boumedienne, bien sûr. Et ne pouvons plus maintenir le niveau de vie général de leur société au niveau précédent que permettait le pillage colonial, puis le pillage néocolonial, eh ben, ils ont été obligés d'importer des main-d'œuvre qui coûteraient moins cher. Et donc, il y a une combinaison. Le développement de la Chine, la place de la Chine de plus en plus important dans le commerce mondial, et ça a créé, bon, y compris entre les pays impérialistes, des discordes et des tensions. Mais toute cette importation de main-d'œuvre devait s'accompagner d'un changement de langage dont je vous ai parlé, ben, on dit plus noir. Le mot nègre a été banni, parce que le mot nègre contient en lui-même et à lui tout seul toute l'histoire de l'esclavage, mais industriel, à l'échelle industrielle qui a été menée par l'économie capitaliste occidentale. En même temps, les populations, leur propre population, devaient accepter cette présence en dehors des moments de crise où on désignait les migrés, quels qu'ils soient, hein, arabes, noirs, asiatiques, bon, il suffit de sortir une étiquette, n'importe laquelle, pour le désigner comme bouc émissaire. Il fallait changer les mots, changer les termes, changer la perception, et que cette perte relative du statut social s'accompagne d'un sentiment de compensation, de fierté. Bon, ils sont des démocrates. Je vous signale juste au passage de ce que je pense, de mon idée sur le wokisme, c'est-à-dire sur le mouvement des éveillés, etc. Tout ça, c'est pour effacer, pour les peuples européens, leur propre histoire. Il faut que le capitalisme maintenant dispose d'indigènes sur son propre sol et que c'est leurs propres citoyens deviennent des indigènes, avec qu'ils acceptent la perte de tout le confort qu'ils avaient avant. Donc il y a cette dualité dans cette position qui préparait le reset, qui préparait ce grand changement qui devait amener une solution de dégonflage de la dette qui maintenant c'est une bombe atomique, cette dette. Elle est terrible. Elle est 2 fois si je ne me trompe pas, mais c'est pas grave, c'est-à-dire que si je ne suis pas tout à fait exact, si je ne me trompe pas, je crois qu'elle est à 2 fois le PIB mondial.
Mais, je vous répète, c'est une dette qui est devenue insoutenable et insurmontable. Il fallait donc la dégonfler. La dégonfler, ça veut dire l'annuler. Mais pour l'annuler, il faut tout remettre à zéro. C'est tout ce qui concerne la monnaie, bon, l'interdiction des billets, que les gens ne doivent plus. Toutes ces techniques, cet art, ces techniques, cette façon de faire pour faire passer. Et dès que la grande bataille d'Ukraine a commencé, tout cela est tombé. Tout cela est tombé. Et ils sont revenus à l'idée d'une défense de la civilisation occidentale. C'est-à-dire que dans tout leur être, à la fois dans leur conscience culturelle, leur conscience politique, et dans leur être, c'est-à-dire ce qui est le subconscient, ce qui est l'héritage, qui est oublié mais qui est agissant. Tout est dans leur croyance. C'est bien un combat pour la survie. Et donc ils ont jeté les masques. Il s'agit de défendre la civilisation occidentale, devant laquelle toutes les considérations cosmétiques doivent disparaître. Et donc, c'était bien des discours cosmétiques qu'on nous disait. Alors, est-ce que cette bataille d'Ukraine vraiment signifie la fin de leur monde et signifie si profondément dans leur pensée consciente, comme dans leur subconscient, comme dans leur héritage anthropologique. Et ça signifie leur fin. Et donc ils sont dans une bataille à mort. Il y a longtemps, il y a très longtemps que les gens qui ont une formation en sciences sociales, en économie, en anthropologie, en sociologie, parlent du déclin. Ils parlent du déclin de cette formation économique et sociale, capitaliste. Ils parlent du déclin de leur fin inévitable. Les premiers, je vous rappelle rapidement, les premiers constats ont été celui que l'Europe, telle qu'elle a été construite, était construite sur des fractures très très importantes. Il y avait une fracture est-ouest, c'est-à-dire quand ils ont récupéré les anciens pays socialistes, il y avait une différence de culture, de conduite technologique. C'était pas les mêmes technologies, et il y avait une fracture nord-sud. C'est-à-dire que le nord était plus développé que le sud. Bien sûr, quand ils ont récupéré les anciens pays socialistes, ils ont récupéré un énorme capital. C'est-à-dire d'abord un capital réel, foncier, en équipement, en usine, mais ils ont surtout récupéré un personnel extrêmement bien formé. Ils étaient très bien formés, dans les pays socialistes. Et c'était une main-d'œuvre ouvrière, ou technicienne, ou d'ingénieur, ou de médecin, d'autant bien formée que la formation dans ces pays-là était liée à un haut degré culturel. C'est-à-dire qu'à grade égal, entre un ingénieur ou un ouvrier ou du pays de l'Est et du pays de l'Ouest, les gens des pays de l'Est avaient
une beaucoup plus grande culture. Et cela est un facteur de productivité. Alors il y a un rapport de l'OCDE, je ne sais pas si je l'ai toujours chez moi dans ma bibliothèque, il a été écrit il y a très longtemps. Je l'ai lu quand j'étais jeune. Et il parle du facteur résiduel. Ce rapport, c'est un livre, hein, ce livre de l'OCDE sur le facteur résiduel a cherché à comprendre pourquoi il pouvait avoir, à formation égale, à conditions égales de salaire, de conditions de vie, etc., il pouvait y avoir des différences de productivité entre des ouvriers. Et au final, ce qu'ils trouvent, c'est que c'est les ouvriers qui ont le plus grand ou le plus large, la plus large culture générale, qui jouent. Ils jouent, ils produisent mieux parce que leur formation est plus large que la simple fonctionnalité gestuelle. Et ce facteur d'embarquement, quand il précise, oui, c'est sur cette base-là, ces pays de l'Est sont devenus des colonies de l'Allemagne. D'ailleurs, la France, pour compenser le gain allemand, auquel elle n'avait pas accès, parce qu'ils étaient loin d'elle, a voulu créer l'Union pour la Méditerranée. C'est-à-dire que face aux colonies allemandes, elle voulait avoir le sud de la Méditerranée comme ensemble colonial français sous sa direction. Bon, évidemment, les Allemands l'ont empêché, mais pour ceux qui ne le savent pas, il ne faut pas oublier que l'Algérie, sous Bouteflika, a pleinement adhéré à ce projet. Pleinement adhéré à ce projet. Et donc les observateurs lui voyaient bien que cette Union européenne qui était là a été créée sur des fractures tectoniques et qu'elle n'allait pas tenir, mais c'est les États-Unis qui les ont forcés à élargir l'Union européenne pour que face aux anciennes puissances, notamment françaises et allemandes, la puissance anglaise étant une puissance alliée, ils allaient les immerger dans un ensemble d'États à la dévotion des États-Unis. La Slovaquie est un véritable État harki. La Pologne est un État harki. À la dévotion des États-Unis et évidemment d'Israël, bien sûr. Mais tous sont à la dévotion d'Israël. Mais ceux-là, c'est un peu plus. Et ils ont mis à l'intérieur d'une même organisation donc des États hyper agressifs, c'est le cas des Pays-Bas, Lituanie, etc., Estonie. C'est cette nouvelle politique du capitalisme donc exigeait que ces peuples d'Europe que la colonisation a acquis, la colonisation avait offert un niveau de vie supérieur à leurs moyens, n'est-ce pas? Ces peuples devaient accepter ces changements. C'est le reset, c'est l'annulation. L'annulation de la culture, l'annulation de... Il faut que ce monde nouveau se crée. Sans ce reset aurait permis de dégonfler la dette. Et donc c'est une immense opération mondiale dont vous pouvez trouver des analyses un peu partout. Bon, en faisant attention évidemment à ceux qui écrivent, mais vous avez de très bons articles d'un Français qui s'appelle Vincent Guis, c'est un économiste, sur ces questions du reset, etc. Vous avez aussi un Américain, oh là là, bon, voilà, trop de mémoire pour ça, non. Voilà donc ce qui était en route. Mais ce qui était en route, donc le deuxième facteur, c'est que les
les observateurs, avaient bien vu que l'Occident était en train de mourir parce qu'il avait délocalisé. Et à cause de la loi de la chute tendancielle du taux de profit vers la Chine. Et que c'était un impérialisme et une économie, un système politique, pardon, qui faisait le cocorico sans avoir les moyens euh, de ça, enfin de son étalage de force. Et là, c'est une contradiction fondamentale. J'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes que la Chine, la Russie, l'Iran, la Russie, une fois qu'elle a pris conscience que l'impérialisme occidental ne voulait pas d'elle, même en tant qu'État vassal. À l'époque où Poutine pensait qu'il devait adhérer à l'OTAN et qu'il voulait s'intégrer à l'Europe, notamment se sont intégrés dans l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité collective en Europe, qui était un bonbon qu'on leur a donné. Un bonbon, puis ça a duré des années jusqu'au moment où ils ont compris qu'il n'était rien. Que Poutine même pensait qu'il fallait intégrer l'OTAN. Et on leur a donné un bonbon là aussi. C'est le conseil de dialogue entre l'OTAN et la Russie. Bon, puis ils les ont laissés traîner, ils les ont gelés sur ces positions. Donc, le troisième facteur du déclin de l'Europe, c'est le facteur culturel. C'est le facteur culturel. Ce sont des élites de moins en moins bien formées. Je sais bien qu'en Algérie, oui, bon, il lit Le Monde. Et Le Monde, qu'est-ce que c'est? C'est un journal de propagande, élaboré, mais de propagande, sans plus. Leur formation est de plus en plus mauvaise parce que et la cause fondamentale de cette chute de la formation, c'est que le conflit avec l'URSS est arrêté, faute du RSS qui n'existe plus. C'est le conflit qui obligeait les États impérialistes à connaître l'adversaire et à former des types capables de comprendre l'adversaire et des types capables d'affronter l'adversaire. Après, ils n'avaient plus besoin de ça. Ils ont sombré dans le fantasme de leur supériorité définitive. Et tout, leur formation, leur langage, leurs acquisitions se sont tournés dans une forme de psittacisme, c'est-à-dire de répétition, de leurs valeurs, de leur force et de leur victoire. Et tout comme les gens victorieux ne voient plus littéralement l'autre, c'est-à-dire celui le vaincu, et donc ne voit plus ni ses évolutions, ni alors que le vaincu, lui, est obligé de voir. C'est comme ça qu'ils ne comprennent pas les peuples. Quand Diab dit l'impérialisme est un mauvais élève, il a raison. Les bons élèves, c'est nous. Parce que nous sommes obligés, à cause du conflit, de les connaître. Et au fur et à mesure, la formation de ces élites est devenue la formation de sophistes, de propagandistes. Donc, ils ne parlent que pour défendre la position et leur position actuelle en tant que système dominant. Et là-dedans, ils n'ont pas besoin de connaissances, ils ont besoin de rhétorique. Donc, c'est des rhétoriciens, c'est-à-dire des sophistes. Et vous les voyez bien dans cette euphorie de soi qu'ils ont eux-mêmes, dans leurs émissions, dans leurs débats, et
Ce qui les trahissait, c'était la notion de valeur. Et parler de leurs valeurs. Or, les hommes ne se connaissent pas par leurs valeurs. L'humanité n'est pas née à partir des valeurs. L'humanité, elle est née à partir du droit. Que ce droit soit écrit dans nos sociétés maintenant ou qu'il soit oral. Dans les sociétés anciennes, celles de nos ancêtres, les sociétés dites primitives et qui sont les sociétés de nos ancêtres. Tout simplement, primitif, j'aime pas beaucoup ce mot. Parce que les valeurs, ça relève de la morale. Et donc, ça relève de l'humeur. Et donc, ça relève des croyances. Pour que les hommes deviennent des hommes, ils doivent se reconnaître en tant qu'hommes, non dans une relation fusionnelle, comme il y a la relation fusionnelle de l'Occident actuellement, cette meute qui s'est regroupée, mais sur la base du droit. C'est-à-dire qu'il faut passer par la raison, la réflexion, qui nous semble que voulons-nous faire entre nous en tant qu'hommes, et c'est la réflexion qui est mise dehors. Vous allez me dire c'est une position marxiste, absolument, absolument. Ce qui nous empêche de comprendre le monde, c'est que nous avons été pris dans le tissage de la logique aristotélicienne. Même dans ses formes développées plus tard, celle de sectionner les éléments de notre vie. Mais bien sûr, s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'idée nouvelle. Seule la lutte, ce qui est né de ces contradictions dont je viens de vous parler, qui permet, au moins ils sont sortis. Maintenant que la lutte a repris, d'abord avec la Chine, attention, c'est pas ceux qui parlent de Poutine, etc. Bon, ils veulent ignorer le processus historique. Déjà, la montée en puissance de la Chine a commencé à les obliger à réfléchir à de nouvelles astuces, à de nouvelles alliances, à une contre-attaque contre la Chine. Et le premier contre-attaque contre la Chine, ça a été le traité transatlantique à l'époque d'Obama entre les États-Unis et l'Europe. C'est-à-dire faire un truc là, de libre-échange qui était une annexion du marché européen aux États-Unis. Et donc on savait qu'ils allaient descendre. Et j'avais dit dans une précédente vidéo qu'une des obsessions des Chinois et de l'Iran, puis plus tard d'un Poutine revenu à une meilleure compréhension de l'Occident, leur peur c'était que blesser l'impérialisme, enfin les États-Unis, dans leur orgueil, dans leur hubris, puissent réagir avec une guerre nucléaire. Et puis, bon, après, j'ai dit comment il y a né, les États-Unis ont finalement atterri. Alors aujourd'hui, c'est tous, ils ont atterri. Tout l'Occident a atterri. Non seulement les États-Unis, mais aussi l'Europe. Et l'Angleterre que je distingue de l'Europe. Et puis vous avez ceux qui sont totalement... Il y a à côté de l'histoire, c'est-à-dire c'est des annexes psychiatriques de l'Occident. Alors vous avez les droitiers docteurs en Australie et ceux qui sont autour de Trudeau. Vraiment, ça c'est la frange pathologique. Et donc ce retour à cet abandon des masques, cet aveu que les autres non-blancs, les Noirs, les Blancs, les Arabes, c'est une guerre de civilisation.
Voilà. Eh bien, cet aveu, c'est bas les masques. Et ce bas les masques, ce n'est pas, ce n'est pas de la colère. Pas du tout. Ça veut dire que pour eux maintenant, ce qui s'est ouvert dans cette bataille de l'Ukraine, c'est une bataille existentielle pour eux. Ils vont se mettre à ressembler à Israël. C'est tout. C'est-à-dire comment ils voient les États-Unis, l'Occident. Quand ils voient une menace à des milliers de kilomètres, ils vont là-bas pour régler leur compte à leurs supposés ennemis. En quoi le Mali est une menace pour la France? Pourquoi la France aille là-bas faire cette espèce de manœuvre, de mensonge que les dirigeants maliens viennent de dévoiler? Et la Russie, à ses propres portes, n'a pas le droit de sentir la menace. Israël, l'Iran est à 10 000 kilomètres. Mais nous aussi, nous sommes à 10 000 kilomètres d'Israël. Mais depuis que la flotte algérienne a commencé à se développer, ils ont en 1997, 96, ils ont commencé à dire oui, mais la flotte algérienne va menacer le commerce dans l'ouest de la Méditerranée. Et effectivement, bon, il y a eu des journaux marocains qui l'ont soutenu. Et récemment, il y a un général français qui a repris le même thème en disant attention, la flotte algérienne elle est supérieure à la nôtre. On n'est pas supérieur. On n'est pas supérieur à la flotte française, forcément. En tout cas, on n'a pas un porte-avions Charles de Gaulle. On n'a pas le même. Ça indique au grand public, aux politiciens, quelle question militaire il faut traiter. Donc quand ce général parle de nous de cette façon, c'est-à-dire qu'il est en train d'alerter les politiciens français, bon, il est temps de traiter la menace algérienne. Pendant que les hauts dirigeants algériens veulent discuter avec Macron de notre mémoire. Et on va discuter de notre mémoire avec notre violeur, celui qui a violé notre pays. Et cet aveu, ce basquiton, ça veut dire que la confrontation, qui était universelle, qui était mondiale, mais cachée, elle va devenir une confrontation ouverte. Donc l'agressivité de l'impérialisme va être de plus en plus grande. Et nous avons de moins en moins de chances d'échapper par des ruses. Nous avons de moins en moins de chances d'échapper par des ruses. C'est cela que, à mon avis, ce racisme débridé, cet aveu que nous sommes dans un contexte de lutte pour la civilisation, nous ramène à l'aube du colonialisme. Parce qu'à l'aube du colonialisme, tous ces pays ont été conquis, ont été dévastés, ont été volés, pillés, détruits, mais au nom de la civilisation. Donc je crains bien que la solution néocoloniale pour eux devient praticable à cause à la fois de la montée de la Chine, à cause de la montée des colères populaires comme au Mali, et je pense que ça va s'élargir de plus en plus, et cette folie raciste, ce retour aux origines de la violence coloniale et impérialiste, il est lié à leur incapacité de gérer
le monde comme ils l'ont fait ces dernières décennies par la gestion des cerveaux. Il faut qu'ils reviennent à l'occupation des territoires. Et donc pour notre pays, moi je le pense, que nous devrions réfléchir en termes de menaces territoriales. Bien sûr, nous sommes en retard là-dessus. Je ne parle pas du point de vue militaire. Du point de vue militaire, je ne m'y connais pas du tout. Enfin, je ne m'y connais pas beaucoup. Je veux dire, c'est des trucs comme ça, c'est du vernis. C'est des choses qui demandent, qui demandent une bonne connaissance des choses. Et je pense qu'il faut. Mais par contre, sur le plan philosophique, ça, oui, je peux parler. C'est que les États-Unis, l'Europe, Macron le dit, l'Europe, Boris Johnson le dit, ils désignent leur ennemi, ils désignent la menace. Ils disent c'est la Russie qui est la menace, c'est la Chine, c'est l'Iran. Ils désignent en fonction de la désignation de la menace, ils désignent leur ennemi. Bien sûr qu'il y a un côté psychologique, c'est pour rassembler leur peuple autour d'une peur, autour d'un ogre extérieur ou intérieur. Après la chute de l'Union soviétique, bon, ça a été l'islamisme. Ben, l'islamisme, lui, est devenu l'allié des États-Unis pour les frères musulmans, je parle de la France, frères musulmans, qui chez nous prospèrent à l'aise. Sur le plan de la vie, nous, on n'a pas de doctrine militaire, on n'a pas de doctrine de défense. Qui est notre ennemi? Je veux dire clairement affirmer. Israël a une doctrine de défense. Alors la doctrine de défense d'Israël, au moins, elle n'est pas compliquée. Elle n'est pas compliquée. C'est tout pays qui a ou qui s'affirme comme identité nationale doit être détruit. C'est pas compliqué. Tout pays qui appartient à la sphère arabo-musulmane, sur des milliers et des milliers de kilomètres, qui est un État centralisé, doit être détruit. Et elle les désigne, l'Algérie, elle nous désigne comme ennemi. Et nous, est-ce que nous désignons Israël comme ennemi, comme menace? À la limite, comme menace. Et donc nous faisons attention aux menées sionistes. Or, nous ne faisons absolument pas attention aux menées sionistes. Le courant sioniste, je vous donne un exemple. Hein. Il a créé par exemple le mouvement Gosto. Et les Algériens étaient heureux. Gosto, bon, ils ont organisé des orchestres avec des musiciens canadiens, des musiciens algériens, des chanteurs algériens, mélangés avec des musiciens et des chanteurs juifs d'origine maghrébine. Les gens, ils ont forcé là-dessus, là-dedans. Au nom de quoi? Au nom que ces musiciens juifs appartiennent à notre patrimoine. La réalité de leur discours, c'est que le patrimoine musical, le nôtre, c'est le leur. Ils se présentent comme étant les producteurs, les fabricants de ce patrimoine musical. Et qui sont eux les maîtres de ce patrimoine musical. C'est-à-dire, c'est plus le Hadj Fergani qui est le maître de la musique andalouse constantinoise. Non, c'est eux. C'est-à-dire que sans eux, on n'aurait pas eu de patrimoine. Ils ont transformé les choses. Et leur but, c'est d'attirer vers eux des artistes, des gens qui ont de l'influence sociale. Ils ne sont même pas au courant. Ils sont rentrés dans ce projet parce qu'il n'y a pas, au niveau de notre structure d'État, c'est-à-dire le ministère de la Vigilance,
Et ben, ils font revivre la thèse erronée de Benjamin Stora et des autres, de Liedo et d'autres encore, que nous étions des communautés amies, qu'on était des frères, qu'on vivait bien entre nous. La preuve, c'est que s'il n'y avait pas eux, on n'aurait pas eu notre patrimoine. On nous sort tout. On nous sort Renate Loranaise, Salim Lehlali, je ne sais pas, enfin. Mais ça veut dire que si nous étions des frères et des amis, pourquoi on a fait le 1er novembre? Pourquoi on a fait la guerre? Parce qu'ils vont transformer le 1er novembre comme étant aussi un mouvement contre les Juifs, c'est-à-dire qu'on les oblige à partir. Alors ils sont gagnants sur tous les coups. Ils attirent nos artistes. Et un jour ou l'autre, ces artistes vont se mettre à leur service. D'une façon ou d'une autre. Mais ils grignotent. Je vais vous donner encore, dans le prolongement d'Al Gosto. Vraiment, le ministère de la Culture s'en est complètement faux et ils s'en moquaient. Le ministère de la Culture se moquait du tout que des films financés par l'Algérie aillent à Locarno. Et la presse soutenait cette participation. Ce qui est arrivé en année 2020, la ministre de la Culture, Bendouda, soutenait que le couscous n'était pas un patrimoine algérien ni maghrébin. Et avec elle, sous Bendouda, avec un de ses conseillers célèbres, archi connu, c'est une star, mais d'autres aussi, qui appartiennent sur les marches du mouvement Chabi. Parce que le mouvement Chabi est un immense mouvement. Et la plupart des chirs Chabi entretiennent le patriotisme culturel algérien. Il faut leur rendre hommage, même si parfois, politiquement comme ça, ils ne sont pas... C'est grâce à eux aussi que nous résistons. C'est grâce au Chabi, grâce à la musique andalouse. Et bien, son conseiller et quelques marginaux dans la musique Chabi ont commencé à dire mais la musique Chabi, ça n'existe pas, c'est une invention. Ce qui existe, c'est un patrimoine algéro-marocain qui repose sur le Melhoun. Voilà. Et ils le disent avec de l'intérieur même du ministère de la Culture, ils le disent au moment où les tensions montaient entre l'Algérie et le Maroc. Qu'est-ce que nous sommes désarmés. Donc on n'a pas, si nous n'avons pas une doctrine de défense nationale, disons voici nos ennemis, notamment Israël, voici les menaces qui pèsent sur nous. À propos d'économie, de commerce, etc. Comment est-ce que nous pouvons expliquer aux citoyens, comment est-ce qu'on peut comprendre ces menaces et nous préparer en tant que citoyens à faire attention, à être vigilants, comprendre dans ce qu'on nous déverse comme discours. Et ça, du point de vue, moi je ne veux pas de philosophique, c'est que quand on n'a pas une doctrine de défense, on n'a pas de défense du tout. C'est-à-dire, on ne va pas demander à une puissance militaire, aussi forte soit-elle, d'agir si elle ne connaît pas, si elle ne sait pas, si elle n'est d'où vient la menace et qu'elle élabore toutes les stratégies de résistance. Et dans toutes les stratégies de résistance, il y a quand même l'humeur du peuple. Il y a l'humeur du peuple. Ça compte beaucoup, l'état d'esprit du peuple. Et cette confrontation mondiale,
l'Espagne vient de, de nous avertir. À partir de quoi, dans le contexte actuel, à partir de quoi il y a eu cette urgence pour les Espagnols, pour le gouvernement espagnol, ce gouvernement de gauche, d'accepter l'idée de l'autonomie sahraoui sous direction marocaine. Il n'y a absolument aucun événement logique qui nous amène à à cette, à cette prise de position. Rien, il n'y a pas de réunion à l'ONU, il n'y a pas d'année de négociation actuellement, il n'y a rien. Et ça tombe. Mais ça tombe dans cette configuration actuelle. Alors que nous sommes en Algérie, le fournisseur principal de gaz en Espagne. Donc il faut bien trouver l'événement. À mon avis, l'événement, c'est le vote de l'Algérie à l'ONU sur la question des sanctions contre la Russie. Parce que dans cette immense confrontation, les États-Unis ont envoyé plein de responsables à travers le monde entier pour que les pays les rejoignent dans leur coalition anti-russe. Ils ont même envoyé des gens au Venezuela, il faut vous rendre compte, au Venezuela, pays sous sanctions, dont on a volé l'or qui était déposé dans la banque d'Angleterre. J'espère que nous, notre or, il n'est pas déposé dans la banque d'Angleterre. Comme d'autres pays, on leur a gelé leur bons du trésor américain. Et j'espère bien que nos bons du trésor américain, il y a longtemps qu'on s'en est débarrassé. Ou alors qu'on les a rapatriés, enfin, qu'on ait pris des mesures de déforestation. Mais ben voilà, avec la Russie qui est dans la 7e colonne est puissante, ben ils ont laissé et l'or et des actifs qui ont été gelés. Et c'est le vote. Et dans cette configuration, c'est ce qu'a dit George Bush. Ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. Bon, les gens sages, qu'est-ce qu'ils disent? Si vous n'êtes pas contre nous, vous êtes avec nous. Mais quand il y a des psychopathes et des sociopathes qui aiment George Bush et les autres, c'est si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Et donc, même si un État ne veut pas choisir son camp, eux l'obligent à le choisir, de gré ou de force. Et après le vote, il y a eu des menaces contre l'Inde, bon, les menaces ridicules contre la Chine. Vous êtes au courant, ils veulent forcer l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à rompre l'accord de l'OPEP+, c'est-à-dire l'OPEP plus la Russie, et commencer à inonder le marché pour faire baisser les prix du pétrole. Et donc, ils sont en train d'intimer l'ordre à tous ces États qui ne les ont pas suivis de se ranger du bon côté, ou alors ils vont être frappés. Des amis m'ont expliqué, je les remercie d'ailleurs, que 4 jours avant la décision du gouvernement espagnol, il y a une vice-ministre des Affaires étrangères qui a visité l'Espagne, et donc il est probablement que cette reconnaissance espagnole est à la fois un coup qui nous est porté, enfin qui est porté à l'État algérien. Je ne parle pas du gouvernement algérien. Les deux n'ont rien à voir. L'État, c'est notre maison. Le gouvernement, c'est un gestionnaire provisoire. Et dit, oui, c'est notre maison qui nous intéresse. C'est celle-là que nous devons défendre. Donc c'est à la fois
Un avertissement, c'est un coup de semonce. Mais c'est un coup qui est porté. Ça veut dire que c'est un coup définitif. Parce que la reconnaissance par l'Espagne du plan marocain est une rupture des équilibres qui existaient jusqu'à-là. Pourquoi donc moi je suppose que les Américains sont derrière. D'ailleurs, entre parenthèses, cette analyse dynamique qui suppose aussi que c'est une menace contre les exportations de gaz algérien. C'est-à-dire que le gaz algérien peut être banni du marché espagnol comme on veut bannir le gaz russe pour l'Allemagne et que parallèlement à cela, bien sûr, il y aura porte ouverte pour le GNL américain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne nous laisse pas beaucoup de choix. On ne nous laisse pas beaucoup de choix. C'est dans cette atmosphère-là, la question du front intérieur, elle devient primordiale. Alors, en cours de chemin, je vous avais parlé, Annie, je voulais parler de cette histoire de civilisation, l'Espagne. Bon, bref, je crois que j'ai oublié un point, mais je vous demande de pardonner sur la base d'un bon match. Quel est l'état d'esprit donc de notre peuple vis-à-vis de sa maison, c'est-à-dire vis-à-vis de son maison, comment il va être? Comment il va être? Il y a une espèce comme ça d'euphorie autour des prix du pétrole et autour du prix du gaz, bien sûr. Mais attention, c'est une euphorie. Parce que la bataille, elle dit, c'est la bataille de la fin d'un système de domination impérialiste. Et les conséquences de cette guerre des sanctions et des contre-sanctions, elle va être une récession mondiale terrible. Ils ne pourront pas tenir. Dans cette affaire, la puissance économique et industrielle allemande, elle est en jeu. Elle est complètement dans le jeu. L'hystérie des États harkis, comme la Slovéquie, la Pologne, les Pays-Bas, sont une chaîne pour les Allemands. Mais les Allemands aussi se sont auto-enchaînés dans leur suivisme vis-à-vis des Américains. Ils se sont retirés des mains tous les moyens de défense. Alors, tous les moyens de défense. Ils ne peuvent plus. Alors, les dernières élections, et c'est une catastrophe. C'était avec la ministre des Affaires étrangères. Bon, c'est le camp impérialiste. Et l'Allemagne risque d'être déclassée sur le plan économique si elle ne résiste pas au plan américain, qui est le plan de la mettre sous la coupe du capitalisme financier mondial. Et donc toute l'Europe sera à la fois une colonie et un débouché pour la force économie américaine. C'est-à-dire ce que l'Amérique produit en Chine, elle va le vendre à l'Europe. Mais la Chine n'a pas le droit de le vendre. Et ça va être un bouleversement total. Et qui ne va pas nous épargner. Quand je parle, moi, de l'état d'esprit de notre peuple, c'est que, je l'ai déjà dit, je le répète, franchement, à la fois, le vote de la Constitution néolibérale actuelle, c'est une guerre de classe que les nouveaux oligarques qui ont entouré le sommet de l'État et la cinquième colonne qui est en train d'influencer cet État. Vous allez me dire, mais pourquoi je suppose que la cinquième colonne influence le sommet de l'État? Mais quand un président, contre notre président, accueille pour parler aux Français le journal Le Point, c'est le journal le plus ultra
coloniale et néocoloniale de la France. C'est pas normal. Qui lui a conseillé de parler avec le peuple? Qui c'est qui a préparé? Parce que c'est pas le président Toubol qui est en train de prendre le téléphone et d'appeler les gens. C'est pas son. Il y a avant chaque acte présidentiel qui a cette force symbolique de parler à un journal étranger, bien sûr qu'il y a les avis des conseillers, des gens qui réfléchissent. Parce que l'État algérien, ça reste un État. Ça reste un État, et même sérieux, sur beaucoup de plans. En tout cas, sur le plan de l'ANP, c'est sérieux. Mais qui lui a conseillé de parler à ce journal, le journal qui, plus tard, va attaquer l'ANP et attaquer le président Tebboune en même temps, en disant que le régime politico-militaire d'Alger, c'est ce journal-là. Et il invite, comme journaliste, d'abord un franco-algérien, M. Kamel Daoud. C'est un franco-algérien. Dans toute la littérature, les écrits, les paroles, l'action, depuis qu'il travaille au quotidien d'Oran, était d'attaquer la révolution algérienne, d'attaquer ce qu'ils appellent la rente mémorielle dans notre guerre de libération. C'est quelqu'un qui a pris, qui a déclaré qu'il ne soutenait pas les Palestiniens parce qu'ils sont arabes. C'est-à-dire, voilà un type qui affiche son racisme. Il ne soutient pas les Palestiniens, pourquoi? Précisément parce qu'ils sont arabes. Bon, ouais, il est très malin. Donc il n'a pas dit je soutiens Israël comme l'ont fait d'autres. Non, ouais, c'est toujours par la ruse. Et il n'a pas dit dans cette dernière période je suis contre la politique de la Russie. Non, il dit simplement Poutine est un fou. C'est-à-dire qu'il reprend la thèse des Occidentaux qui veulent nous faire croire que cette bataille d'Ukraine n'a pas de raison. Il n'y a pas de raison préétablie. Allez, dis comment est-ce qu'on peut inviter comme ça un type pareil, franco-algérien, qui s'est mis au service du néocolonialisme, qui est un raciste, c'est-à-dire son article sur Cologne. Et il invite Adel El-Meddi. Or, Adel El-Meddi, c'est le responsable du journal Le Watan Weekend, lui, Mélanie Matales, qui a mis l'affiche, qui a mis la photo de Kadhafi ensanglanté, en écrivant dessus la Libye libre, avec cette visage, c'est-à-dire. Et bon, moi je vous dis, moi j'étais choqué, la preuve, je vous en parle, mais je ne suis pas le seul à être choqué, en ne comprenant pas. Qui c'est qui a monté, qui c'est qui a fait ce montage? Et est-ce que ceux qui ont fait ce montage, c'est pas pour décourager des gens bon, qui pensent comme moi, qui sont dans la lignée de Boumediene, la lignée du 1er novembre, la lignée du texte de Ben Mehdi en 1956, qui parle de socialisme. Alors pourquoi je dis qu'il y a une 5e colonne? C'est pour ça que je me base sur des faits. Ça a été un choc symbolique. Mais ce n'est pas le seul choc symbolique que nous avons connu. Et donc, la boussole, elle n'est pas claire. La boussole, elle n'est pas claire. Si nous avons une doctrine de défense et que la menace nous vient de l'ancienne puissance coloniale, il faut au moins qu'on l'imagine, qu'on le sache, ou même nous n'avons pas besoin de le savoir textuellement. Ce n'est pas la peine de dire nous considérons le système colonial ou le néocolonial comme étant une menace.
Personne n'a besoin de dire la France. Mais ça qu'on ne nous donne pas l'impression contraire. Qu'on considère la France comme un ami, ou même pas la France, dire que ce n'est pas la France. Qu'on considère l'État français, le gouvernement français, comme étant un ami, parce que la France, c'est aussi nos immigrés. Et nos immigrés aussi ne doivent pas être désorientés. Parce que pour Macron, etc., c'est le racisme, c'est l'islamophobie, ils ont besoin d'une direction, nous devons penser à eux. D'autant plus que pendant la période de la mobilisation populaire, entre février et le mois de mai, ils se sont mobilisés, mais ils n'ont jamais suivi les ONG et les gens, les personnes qui voulaient la période de transition, qui est la période de destruction de l'État. Ils les ont pas suivis. Dès qu'ils ont vu que les grandes revendications populaires ont été plus ou moins satisfaites, ils les ont laissés aller faire le voyage à Genève, déposer les trucs, et inviter le monde, et inviter les journaux français, et inviter M. Edoui Plenel à faire des meetings pour donner l'impression qu'il y avait un refus de notre État chez nos émigrés. Il faut qu'on pense à eux. Ils connaissent le point. Ils connaissent le point des immigrés. Ils connaissent France 24. Et donc, parler à sur France 24, ou parler au point, c'est désorienter nos frères. Et le jour du vote, tu as le 12 décembre, ou 19 décembre 2019, ils sont allés voter, malgré les pressions. Dans cette phase où nous sommes, nos frères immigrés doivent recevoir le bon message et comprendre la bonne boussole. Parce qu'ils font partie de notre front intérieur. Deuxièmement, notre propre peuple, il ne sait pas, il ne comprend pas. Vous aviez le pot de 1,8 kg de semaine, je ne sais pas comment on l'appelle en français, semaine, qui coûtait 45 450 dinars. Il y a un an, Ramadan précédent. Aujourd'hui, il coûte 85 000. C'est-à-dire 850 dinars. Entre 800 et 850 dinars. Les lentilles ont plus que doublé, enfin presque doublé, je veux dire, excusez-moi. Il nous reste à l'avenant, c'est-à-dire les pois chiches, ce qui est les repas de recours. Celui qui ne peut pas acheter des légumes, bon, il achète les haricots secs ou les lentilles. Les légumes sont hors de prix. Le marché flambe de partout. Et les gens sont inquiets, ils se demandent, mais qu'est-ce qui va se passer? Ne croyez pas que le prix du pétrole qui est monté les rassure. J'ai discuté avec eux, enfin comme ça dans la rue, ce n'est pas des économistes, mais ils s'inquiètent. Dans cette atmosphère, comment est-ce que nous allons leur dire resserrons les rangs, défendons notre maison Algérie. Notre maison, c'est l'État, c'est pas le gouvernement. Comment à qui faire confiance? À qui nous pouvons faire confiance? Quels sont ceux qui seront côte à côte dans la défense d'Algérie? Alors que les oligarques qui ont enserré le pouvoir, qui l'ont encerclé, qui l'ont bouffé déjà, ne croyez pas, Yannick, qu'ils vont lâcher leurs intérêts. C'est eux qui ont déclenché la guerre de classe. Ce n'est pas le peuple qui s'est révolté contre les oligarques, c'est les oligarques,
à travers cette constitution qu'ils ont imposée, à travers l'absence de débat. Nous n'avons pas eu de débat, mais pourquoi nous en sommes arrivés là? Et je me répète, je sais, mais il faut le répéter. Comment faire pour que les objectifs de novembre d'un pays fraternel, d'un peuple fraternel, d'une société solidaire, d'une économie solidaire, nous puissions la réaliser, que l'Algérie, que nous avons libérée en tant que peuple solidaire, soit notre maison solidaire, et non pas comment on appelle ça, l'exploitation d'oligarques dont le cœur est plus à l'étranger qu'ici. On va avoir un gros déficit. Il faut donc d'abord essayer de résoudre cette question dans la lutte des classes. Il faut la résoudre. C'était le projet national qui avait fait de nous, de notre peuple, une ambition nationale et solidaire. Mais là, ils n'en ont plus. Le contrat 1er novembre, ils l'ont cassé. Ils l'ont cassé de façon irrémédiable. Le problème, c'est que les officiers étrangères, les ambassades étrangères, elles savent très bien qu'avec 15% de oui à cette constitution n'est pas légitime. Il faut donc corriger très vite. Corriger comment? C'est par un débat national. Comment sauver l'Algérie? Comment éviter tout ce qui peut créer la fitna, la dissidence, les dissensions, les luttes intestines dans notre pays? Comment préserver l'harmonie, la cohésion en restituant l'Algérie à son peuple? Et surtout restituer l'État algérien à son peuple, à tout son peuple. Nous ne pouvons pas aller vers les immenses menaces qui se dessinent avec ce front intérieur totalement ébranlé par ce séisme d'une lutte de classe auquel nous ne sommes pas habitués. Auquel nous ne sommes pas habitués. Ce coup de force qui a été mené par l'oligarchie doit être corrigé immédiatement. N'oublions pas deux autres phénomènes. Un, c'est que notre économie, elle est entièrement entre les mains de l'informel. Et en cas de coup dur à propos du gaz que nous préparaient les Américains et notre économie, totalement sous l'informel, ne tiendra pas. Deuxièmement, cette crise actuelle va obligatoirement, je ne suis pas économiste, je suis philosophe, va amener obligatoirement un ralentissement de l'activité économique mondiale et donc, à terme, une baisse de la demande des hydrocarbures et du gaz. Sauf peut-être dans le camp qui est en train de naître comme pôle alternatif et qui est un pôle d'une industrie réelle, pas du capitalisme industriel, pas du capitalisme financier, mais du capitalisme industriel, à la fois en Iran, en Russie. Et le socialisme en Chine, bien sûr, il y a le Vietnam, il y a... Et là, peut-être que la demande, elle va rester. Mais que va devenir la France dans quelques mois, je ne sais pas. Il faut donc prendre des mesures. D'abord pour alléger les difficultés que connaissent les gens, revoir des mesures sociales immédiates, urgentes, contrôler le marché, reprendre en main les outils du contrôle du marché, etc. Et surtout, il faut permettre aux gens de s'organiser politiquement. Parce que je le répète, tous ces partis, c'est des partis factices. C'est des partis de l'administration. Même le FLN,
qui est notre parti, en tant que peuple algérien, notre parti originel, né des luttes politiques avant 54 et fusionné en 54 et pendant la guerre, le FLN né de ce mouvement national et qui a conduit la guerre. C'était notre parti. Maintenant, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu un parti factice, c'est un parti factice. Il faut donc que permettre à notre peuple de reprendre la route de la réflexion, de la pensée, de l'apprentissage politique pour défendre notre pays dans ce cadre nouveau et extrêmement mouvementé. Là-dedans, évidemment, il y a les problèmes des droits démocratiques et sociaux sont importants, mais aussi le droit à la parole pour d'autres pensées, d'autres opinions, d'autres idées que ceux du néolibéralisme hégémonique. Depuis la mort de Boumedienne, dans notre pays, il n'y a qu'une pensée unique, celle qui fait l'éloge du capitalisme et celle qui fait l'éloge du néolibéralisme. Le mot socialisme a été effacé de l'espace public. On ne peut plus. Où est-ce qu'on peut aller, en tout cas dans un média, ou la radio nationale, ou la télévision nationale, où est-ce que je peux aller et dire, voilà, je vais critiquer la politique de type néolibéral qui est menée actuellement. Où est-ce que je peux aller dire, il ne peut pas y avoir une économie nationale quand il n'y a pas un ministère de la planification nationale. C'est pas possible. Parce qu'on nous a amené dans l'idée que l'économie, ça marche toute seule. Pas besoin d'avoir une planification, etc. Alors que les pays occidentaux, eux, ont une planification. S'il n'y a pas de planification, il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté. Cette économie telle qu'on l'a conçue, c'était une économie qui est déconnectée du besoin historique de notre libération nationale. C'est devenu l'économie pour l'économie. L'économie en vue de l'économie. C'est-à-dire l'économie en vue du profit et non pas en vue de la reconduite de notre pays sur la scène internationale en tant que puissance. Et vous voyez bien que toutes ces grandes puissances qui essayent de faire peur au monde entier sont en train de dégringoler parce que précisément leur économie a dégringolé. Voilà. Je vous remercie. Je vais essayer de faire ma vidéo en arabe dans 2-3 jours, dès que je pourrai. J'espère que je n'ai pas été trop long, je ne sais pas, je n'ai pas calculé. Au revoir. Restons au moins restons fidèles à nos martyrs au 1er novembre, au sacrifice immense qui nous a menés à l'indépendance, puisque nous sommes le lendemain de cessez-le-feu du 19 mars 62. Merci beaucoup pour votre participation.